concernant donc la thématique du jour, je vois que le président de l'association Coréade est arrivé, le docteur Fleury, donc on remercie d'être là avec le docteur Dano Corinne, qui vont nous parler un peu de en quoi et de quelle manière finalement le travail est concerné par l'ensemble des conduites addictives. On va voir un peu l'évolution qu'il y a eu dans le travail et les conduites addictives en explorant un peu l'effet paradoxal que peut avoir une activité professionnelle sur la consommation de substances psychoactives, en passant bien évidemment par quelques points réglementaires qui sont essentiels du coup à définir et ainsi en essayant de faire un peu un panorama des différents acteurs de l'entreprise et des services de prévention pour entreprendre une démarche de prévention au niveau de la médecine du travail. Donc, encore une fois, je remercie le docteur Benoît Fleury et le docteur Corinne Dano pour votre intervention et je leur laisse la parole sans plus tarder. Docteur Fleury, si vous voulez introduire la thématique. Donc bonjour à tous, merci à Patricia et Clément d'assurer l'organisation de cette réunion. Merci surtout à mon ami Corinne Dano, donc médecin addictologue et médecin du travail au CHU d'Angers et à l'UGCAM. Je vois que nous sommes 18 participants. Moi, je suis docteur Benoît Fleury, je suis médecin addictologue. J'ai travaillé 40 ans au CHU et j'ai surtout fait beaucoup d'interventions en milieu professionnel. Et c'est la raison pour laquelle on a déjà, Corinne va l'évoquer, élaborer des recommandations sur l'abord de ces questions d'addiction en milieu professionnel. On l'a déjà fait il y a quelques années, on est en train de le refaire. Donc, je suis par ailleurs membre du bureau de la Société française d'alcoolologie, qui, avec la Société française de santé au travail, est à l'origine de l'élaboration de ces recommandations dont va vous parler Corinne Dano. Donc, comme l'a dit Clément, la Coréade, vous connaissez. Précipitez-vous pour adhérer, c'est pas cher le bonheur et vous serez comblé. Il y a plein de choses sur le site et il y a une équipe formidable dont je suis l'heureux président. Je pense que Corinne est dans le coin, même si je la vois pas. Et c'est avec grand plaisir que je la remercie d'abord de nous avoir, de nous faire profiter de son expérience et de sa disponibilité de temps. Voilà, à tout à l'heure. À toi, Corinne. Merci Benoît. Merci à la Coréade de me proposer d'évoquer ce sujet qui nous est cher, Benoît, Benoît et moi, qui est la question du travail et des conduites addictives. Alors, pour pouvoir aborder ce sujet, on s'appuie sur un certain nombre de référentiels qui maintenant est assez conséquent puisque donc on a maintenant un certain nombre de référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour aborder cette thématique, notamment par exemple les premières recommandations de l'HAS qui datent de 2013 maintenant et qui sont en cours de réécriture, mais aussi tout un tas euh, d'autres littératures, notamment, je pense par exemple au baromètre santé et à l'étude de Cohorte Constance, qui nous ont beaucoup appris sur le plan épidémiologique en France. Vous avez également un portail qui est consacré, un portail Internet qui est consacré maintenant à la question du milieu professionnel et des conduites addictives et qui s'appelle le portail Addicted Pro. Donc, vous voyez que finalement, depuis à peu près une quinzaine d'années, voilà, merci Clément, c'est un sujet qui parle, qui fait parler, qu'on étudie de plus en plus et qui est étayé par un certain nombre de données que l'on va évoquer ensemble maintenant. Donc, très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet, mais simplement pour vous dire que finalement, dans la population active, c'est
celle qui est susceptible de travailler. Simplement, si on se focalise sur la question de l'alcool, vous voyez que vous avez quand même 10 millions de consommateurs qui sont dans l'usage nocif et dans l'addiction, puisque je vous rappelle que l'addiction ou le trouble de l'usage d'alcool, c'est ce qu'on appelle l'usage nocif et l'alcoolodépendance, et que l'usage à risque, c'est effectivement, concerne des personnes qui n'ont pas de perte de contrôle, qui n'ont pas de dommages liés à leur consommation, mais qui sont dans le trop. Hein, donc le trop, vous savez que c'est pas plus les gens qui consomment plus de 2 verres par jour quotidiennement et qui sont au-dessus de 10 verres par semaine, ou des personnes qui vont consommer dans des situations personnelles ou professionnelles qui sont des situations à risque. Voilà. Et ces personnes-là, eh ben, la plupart travaillent. Hein. Elles ne souffrent pas d'addiction, on est bien d'accord, mais ça ne se voit pas forcément. Elles n'ont pas de soucis avec ça, mais probablement qu'elles sont dans un usage à risque, à risque à la fois pour leur santé, mais aussi pour leur vie sociale et leur vie professionnelle. Et puis, on a aussi un certain nombre de personnes qui sont, et ça c'est important quand même de le dire, hein, on a quand même 5 millions encore en France de personnes qui sont dans l'addiction. Plus de 80% de ces personnes ne souffrent pas de syndrome de dépendance physique. Donc, encore une fois, si on attend que les gens se tremblent, transpirent parce qu'ils sont en manque, etc., pour pouvoir se dire ils sont dans une addiction, eh ben, on a un peu tout faux parce que ces gens-là, la plupart du temps, ne souffrent pas de syndrome de manque. Voilà, donc c'est un repérage, vous voyez, qui s'appuie quand même sur des données importantes et sur une population qui concerne 10 millions de consommateurs en ce qui concerne simplement la question de l'alcool. Si on voit la question des autres substances, voilà, alors là ce sont les chiffres clés de la consommation d'alcool, ce sont les chiffres de la cohorte Constance qui vous montrent que 20% des hommes et 8% des femmes sont dans un usage à risque parmi la population qui travaille et que on a quand même des femmes cadres qui sont concernées, vous voyez, hein, parce que c'est 10,7% de l'ensemble, et les 18-35 ans. Par ailleurs, les alcoolisations ponctuelles importantes concernent bien évidemment, là encore, majoritairement les 18-35 ans, mais on voit bien qu'au-delà de 35 ans, ben, il y a aussi des alcoolisations ponctuelles importantes. Hein. Et je vous rappelle que alcoolisation ponctuelle importante, c'est au moins 6 verres en une seule occasion. Diapo suivante, Clément. Voilà. Si, bien sûr, hein, il n'y a pas que l'alcool dans la population active. Si on reprend justement les derniers chiffres que je vous citais, oui, pour l'alcool, les 18-35 ans sont les plus concernés par l'usage à risque, mais sachez que d'une manière générale, la prévalence de consommation, quelle que soit la substance, est la plus forte chez les 18-35 ans. C'est vraiment la population qui est la plus concernée. Mais on voit aussi que la consommation de cocaïne est multipliée par 4 depuis 20 ans en termes d'expérimentation. On voit aussi que le mésusage des anxiolytiques concerne davantage les femmes, ça je pense que vous le saviez, et que c'est une fréquence qui va augmenter avec l'âge, l'intensité du stress au travail et la diminution du niveau socio-économique. Donc, globalement, quand même, on a des chiffres qui, avec des points communs qui sont importants en termes de prévalence, mais vous voyez qu'on a aussi, en fonction des sexes et en fonction de l'âge, on a quelques petites différences de type de consommation. Si on passe à la diapo suivante, qu'est-ce que l'on sait? Donc, c'est une espèce de couple, hein, le travail et les conduites addictives. Hein.
à la fois l'usage des substances psychoactives va avoir un impact sur le travail, et ça, on le connaît plutôt très bien parce que la littérature décrit ça vraiment très bien. Ce que l'on sait maintenant de manière un peu affirmative et un peu précise, c'est que particulièrement la consommation de tabac, et c'est important de le souligner, hein, de cannabis et l'usage à risque d'alcool dont on parlait tout à l'heure, est significativement associé à un risque plus important de perte d'emploi, mais également d'absentéisme et d'arrêt de travail. Et ce que l'on sait aussi, c'est que plus les gens consomment, plus ce niveau de risque va augmenter. En ce qui concerne l'accidentologie, on sait hein, que l'alcool ou le cannabis majore le risque d'accident de la route. C'est l'étude ActuSam hein, qui nous a bien montré ça. On a un chiffre qui traîne un peu de 10 à 20% d'accidents du travail liés à la consommation de substances psychoactives. C'est un chiffre qui, en fait, on ne sait pas tellement d'où il vient. Ce que l'on peut dire, et donc ce chiffre, il est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il n'est pas du tout... il ne fait pas du tout consensus. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, grâce à l'étude de cohorte Constance, c'est que le risque d'accident du travail grave, hein, en termes de, et c'est la gravité qui compte, est majoré par une consommation hebdomadaire excessive, donc au-delà des seuils à risque, ou par au moins une alcoolisation ponctuelle importante par semaine, je vous rappelle, au-dessus de 6 verres par semaine en une occasion. Donc, vous voyez bien que finalement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la question de l'addiction. On est vraiment dans la consommation. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans une consommation hebdomadaire excessive au-delà des seuils à risque qu'on souffre d'addiction. Hein, qu'on a un problème d'usage nocif ou que l'on a une perte de contrôle. Et c'est la même chose avec l'alcoolisation ponctuelle importante. Ce que l'on sait à l'inverse, c'est que le travail aussi a une incidence sur la consommation, sur les substances psychoactives et que globalement, le travail, il est protecteur. Hein. Quelqu'un qui est inséré sur le plan professionnel a moins de risque de consommer des substances que quelqu'un qui ne l'est pas. La plupart du temps, il a un effet, quand il se passe bien, qui est plutôt stabilisant, qui est plutôt protecteur. À l'inverse, quand le travail se passe pas bien, il va aggraver la vulnérabilité addictive sous certaines conditions qui sont des conditions de travail, des conditions d'organisation de travail, accessibilité, ce que l'on veut. Pour un minimum de personnes, et ça, c'est pas très bien évalué, on sait que le travail n'a pas forcément d'importance sur les consommations et à l'inverse, les consommations n'ont pas vraiment d'importance sur le travail. C'est finalement deux conduites qui cohabitent, hein, qui se juxtaposent et qui sont sans influence. On va plutôt parler de conciliation. Voilà, on s'organise pour fonctionner avec les deux. Diapo suivante. Alors, que nous dit justement cette fameuse cohorte Constance qui nous apporte vraiment des données très, très importantes sur la population active occupée, et ça, c'est très important, c'est que la durée hebdomadaire de temps de travail va avoir un impact sur les consommations. Par exemple, le temps partiel, on sait que le temps partiel, par exemple, chez les hommes, a tendance à augmenter les consommations, à l'inverse des femmes. Alors, on peut réfléchir à plusieurs hypothèses, hein, je suis sûre que vous en avez. Les efforts physiques perçus comme importants, alors, on peut associer ça ou assimiler ça à de la pénibilité, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, les efforts physiques perçus comme importants dans le travail sont aussi source et facteurs de consommation. Le stress au travail, avec une très belle étude qui a montré que quand on était stressé au travail, ça s'était associé à un risque d'usage chronique de benzodiazépines, mais qui se prolongeait dans le temps, hein, presque avec un effet rebond.
Les horaires atypiques, alors ça, vous savez, hein, le travail de nuit, les horaires décalés, les 2-8, les 3-8. Et puis tous les métiers qui sont en contact avec le public. Donc, les métiers de service. On peut penser à la banque, hein, sur lequel, par exemple, il y a pas beaucoup d'études en France sur le milieu bancaire. Sur le milieu soignant, là, il y en a de plus en plus, hein, etc., etc. Ce sont là des facteurs tout intéressants qui montrent qu'ils sont des facteurs de risque professionnels de consommation de substances psychoactives. La suivante. Ce qui fait que si on résume ça un petit peu dans un tableau qui nous montrerait à la fois les risques, les facteurs de risque de consommation, mais j'ai envie de dire aussi les facteurs de protection concernant les consommations, hein, parce que ça marche dans les deux sens. On voit qu'il y a finalement une espèce de... Il y a trois parties. Il y a la question des conditions et de l'organisation du travail, et dedans, vous avez les facteurs de risque psychosociaux et les risques psychosociaux. Je vous rappelle, hein, les risques psychosociaux, vous avez, si on reprend et si on se base sur Golag, vous avez stress, violence interne, violence externe, harcèlement, par exemple, hein. Mais alors, les risques psychosociaux sont, et maintenant c'est très bien, c'est validé, hein, sont des facteurs de risque de consommation de substances psychoactives, mais également, en amont, les facteurs de risque psychosociaux. Alors, les facteurs de risque psychosociaux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le contact avec le public, c'est des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ou, etc., etc. Tout ce qui est pénibilité, qui nous ramène un peu aux efforts perçus, les contraintes physiques, les événements de vie au travail, ça peut être un plan social, ça peut être un suicide, ça peut être un accident grave, et la précarité professionnelle subie, hein, subie parce que maintenant un certain nombre de personnes choisissent délibérément la précarité professionnelle, et dans ces cas-là, ce n'est pas forcément, à partir du moment où c'est un choix, un facteur de risque de consommation. La disponibilité et l'accessibilité des substances, c'est l'offre sur le lieu de travail. Est-ce que les produits circulent? Quelle attitude adoptent les managers de proximité? Est-ce qu'ils laissent faire? Est-ce qu'ils montrent l'exemple? Est-ce qu'ils font comme tout le monde? Est-ce qu'ils consomment? Est-ce que c'est plus accessible que dans certains autres milieux? C'est vrai que le métier du soin, il y a une disponibilité des médicaments, il y a la restauration, et puis quelque chose qui n'est pas négligeable et qui peut être une vraie porte d'entrée, hein, dans les addictions, ce sont les pratiques culturelles socialisantes, les pots, les apéros, les after-work maintenant, hein, on en parle de plus en plus, et certaines professions où effectivement ça peut être, il est de bon ton de consommer ensemble. Je pense par exemple au métier de la restauration où souvent, hein, à la fin du service, on boit un pot ensemble. Donc, ces trois colonnes sont aussi interréagissent, et ça c'est très important et la littérature le montre bien, avec certaines formes de management, hein, puisque vous savez que les managements vont agir sur ces trois domaines, et également la qualité de vie au travail et le niveau de bien-être et de satisfaction. Mieux on est dans son travail, hein, ça reflète un peu le reste, et moins il y a de risques que l'on consomme. Suivante. Excusez-moi, elle est un peu floue. Simplement pour vous dire que dans un des autres facteurs de risque supplémentaires qu'il faut prendre en compte, c'est la période un peu anxiogène, si je peux dire, du Covid. En tout cas, cette période sanitaire 2020, avec un sondage Ipsos, qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui n'est pas d'une grande puissance en termes de données probantes, mais qui est quand même intéressante et qui montre que finalement, les gens ont globalement quand même diminué leur consommation d'alcool et de cannabis pendant cette période-là. Alors, cannabis aussi parce qu'il y avait moins d'approvisionnement, mais ils ont, la plupart en tout cas,
pas la plupart, mais un certain nombre, et plutôt majoritaires, ont augmenté leur consommation de tabac, de médicaments, hein, et également ont davantage utilisé la cigarette électronique. La suivante. Alors, c'était intéressant cette étude parce que les répondants qui ont dit que leur consommation de substances psychoactives avait augmenté, parmi ceux-là, 75% ont estimé que c'était à cause de leurs conditions de travail. Et ils attribuaient, donc, ou ils incriminaient le sentiment d'isolement par rapport aux collègues pour 31%, les évolutions des conditions d'emploi et de travail. On peut penser par exemple aux cadres, hein, qui ont vu, 36% des cadres ont vu leur charge de travail augmenter pendant le confinement, et la charge de travail qui est potentiellement source de stress. Donc, une attention peut-être particulière, parce que ça nous servira peut-être d'expérience pour les prochaines crises sanitaires, hein, de voir que finalement, ces périodes anxiogènes et de stress entraînent des modifications de l'organisation du travail et des conditions de travail sur lesquelles il faut être probablement vigilant. La suivante. On peut faire un petit focus sur le télétravail si vous voulez, hein, le télétravail qui est un aménagement du temps de travail et qui peut, pas tout le temps, hein, parce que pour beaucoup de personnes, le télétravail a été plutôt apaisant et, et reposant, je dirais, mais pour ceux qui ont augmenté leur consommation, on peut l'attribuer à la disponibilité des substances psychoactives parce qu'effectivement, l'environnement de travail privé est susceptible de contenir quand même, d'avoir à disposition plus de produits psychoactifs quels qu'ils soient, et de favoriser aussi les pratiques addictives de type comportemental, les achats compulsifs, les cyberdépendances, etc. Donc, une disponibilité accrue qui peut être un risque. La suivante. Il y a aussi l'isolement social, hein, et professionnel. Beaucoup ont signalé que dans le télétravail, ce qui les avait pesés, c'était justement le fait de ne plus avoir le soutien social des pairs. Et le soutien social est quelque chose de très important par rapport à la consommation des substances psychoactives en milieu professionnel, et l'isolement social. Le surmenage, donc, pour certains, lié à la gestion du temps. La difficulté aussi pour certains à faire la différence entre vie privée et vie professionnelle. Il y a des gens qui, en télétravail, paradoxalement, travaillaient beaucoup plus que quand ils étaient au travail, quand ils étaient sur leur lieu de travail habituel. Un matériel qui n'était pas toujours adapté. Et puis, peut-être parfois un sentiment d'iniquité par rapport à des gens qui ne pouvaient pas pratiquer le télétravail, comme ça a pu être le cas. Voilà, donc deux risques sont à prendre en compte par rapport à la consommation de substances psychoactives chez les gens en télétravail. C'est l'éloignement du collaborateur de la communauté de travail, hein, et ça va être important que les managers de proximité, on y reviendra, mais également l'employeur, puissent garder le contact, puissent tenir le cadre professionnel. Un des deuxièmes risques qui est important, c'est la question de la régulation de l'usage des outils numériques, hein, qui peut parfois entraîner une cyberdépendance. Donc, c'est important, si on se focalise par exemple sur ce milieu de travail très particulier, hein, qui est le télétravail, le télétravail pourrait effectivement être inscrit dans le DURP comme en termes de prévention des conduites addictives, par exemple. Ça ne serait pas complètement dénué de sens. Alors, pour pouvoir aborder la question de ces risques en milieu de travail de consommation de substances psychoactives, on va s'appuyer bien évidemment, c'est le triptyque, hein. Il y a bien évidemment l'employeur, il y a le service de santé au travail et il y a les collègues, il y a les salariés. Tout le monde est concerné, hein. Chacun a un rôle et chacun a une mission, que ce soit par rapport à ce risque-là ou à un autre, bien évidemment. Et donc, on va revenir sur
l'article 46-22 du Code du travail qui dit que les services de santé au travail ont une mission de conseil, et ça va être très important vis-à-vis de l'employeur, mais vis-à-vis aussi des travailleurs et de leurs représentants, afin de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Ça, c'est important parce qu'il va y avoir, et il y a déjà eu, des jurisprudences pour défaut de conseil. Défaut de conseil vis-à-vis de l'employeur, défaut de conseil vis-à-vis des travailleurs. D'où l'importance du repérage systématique, on y reviendra, de l'alerte quand elle doit être donnée et du repérage des signaux faibles par l'employeur et les managers de proximité quand c'est nécessaire. Le SPST, c'est aussi la surveillance de l'état de santé des travailleurs et les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Donc, on voit bien à quel point maintenant, pour les services de santé au travail, il est tout à fait légitime de s'occuper de la question des conduites addictives. Autant il y a 10 ans, ça n'allait pas de soi, autant maintenant, on lit cet article un peu différemment et on se dit, oui, effectivement, il est légitime de faire un repérage et d'interroger les salariés sur leur consommation de substances psychoactives, même quand ça va bien, même, et peut-être surtout quand ça va bien. Et puis, n'oubliez pas que la loi d'août 2021 a modifié cet article et a introduit quand même des éléments de santé publique et propose des actions de promotion de la santé au travail, de promotion de la santé, pardon, tout court, hein, en milieu de travail, donc actions de sensibilisation, tabac, alcool, cyberdépendance, ce que vous voulez. La suivante. Donc, cet article, si on le précise un petit peu, dans cette mission de conseil qui est quand même très, très importante, eh ben, il y a la mission d'éviter ou de diminuer les risques professionnels. Donc, ça veut dire que le service de santé au travail a la légitimité avec l'employeur à travailler à côté de l'employeur pour pouvoir effectivement diminuer, éviter les risques professionnels. Prévenir la consommation d'alcool ou de drogue sur le lieu de travail, on l'a dit. On voit bien qu'on est dans un pays au lobby alcoolier parce que l'alcool est quand même la première drogue, enfin est une drogue comme une autre, hein, mais on n'aurait mis que drogue, je pense qu'on n'aurait pas, on aurait eu l'impression que l'alcool n'était pas concerné par l'article. Et puis quelque chose d'important aussi, c'est de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Et là, il y a tout un pan à défricher, probablement, c'est la question de comment on maintient en emploi quand c'est possible et jusqu'où va-t-on pour maintenir en emploi des travailleurs qui souffrent là d'une addiction, dans la mesure où on sait que pour la plupart d'entre eux, le travail est protecteur et qu'il est souvent le dernier rempart avant la désinsertion sociale et professionnelle. Alors, du coup, une approche individuelle et collective, vous voyez bien, hein, il y a les deux à chaque fois, et les services de prévention et de santé au travail vont de manière systématique faire un repérage, une sensibilisation, une intervention brève, où vont avoir besoin d'orienter les personnes quand elles repèrent quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. Et il ne faut pas confondre ce repérage et ce RPIB avec la gestion du trouble du comportement ou du comportement inhabituel dans l'entreprise qui, là, concerne davantage l'employeur. Le repérage se fait en dehors de la situation de crise. Hein. C'est que quand les gens présentent un trouble du comportement ou un comportement inhabituel, la première des choses dans la procédure, c'est d'extraire les personnes, d'accord, et de réaliser la procédure adaptée pour pouvoir les protéger et pour protéger l'ensemble des personnes, avant de faire un repérage, ce qu'on appelle le RPIB, avant de faire un repérage et une intervention autour de la personne, que l'on va faire dans un second temps, par le service de santé au travail. OK. Donc, pour les services de santé au travail, et je dis bien l'ensemble des professionnels de santé au travail, hein, que ce soit les infirmiers, les infirmières ou les médecins collaborateurs ou les médecins en santé au travail,
Il y a d'abord cette phase de repérage qui est très, très importante. Essayer de repérer le lien qu'a la personne avec la substance. Est-ce qu'on est dans un usage simple? Est-ce qu'on est dans un usage à risque? Ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui est problématique? Et la deuxième phase, ça va être l'intervention avec un défaut que l'on a souvent, c'est de vouloir intervenir avant d'avoir bien repéré. C'est important de bien repérer avant d'intervenir. Si on n'a pas le temps, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend, hein, on n'a pas le temps, on nous demande beaucoup de choses dans les VIP, les VIP et les visites périodiques, bah, il vaut mieux faire un bon repérage qu'une intervention qui n'est pas forcément adaptée, puisqu'elle n'est pas secondaire ou elle ne sera pas secondaire ou adaptée au repérage fait. Voilà, donc le service de santé au travail, bien évidemment qu'il a son rôle dans le repérage individuel et aussi l'approche collective aux côtés de l'employeur par rapport aux conduites addictives, que ce soit dans sa mission de conseil, de surveillance de l'état de santé, mais aussi dans les actions en entreprise. Et bien évidemment, il ne fait pas ça tout seul. Il y a une équipe avec lui. Voilà, hein. Ce qui est important, c'est d'associer sur le plan collectif, d'associer l'ensemble des professionnels du service de santé au travail. Alors, si on reprend le rôle du médecin du travail, mais j'ai envie de dire qu'on peut faire la même chose, enfin, c'est important de pouvoir parler des IDEST, de parler des IDEST. La première des choses, excusez-moi, on est en train de me dire que il y a une entrée là sur l'hôpital de jour qui a 2,5 grammes et l'infirmière me demande s'il doit repartir. Je pense que 2,5 grammes, on ne va pas le garder. Voilà. Donc, le médecin du travail, c'est bien évidemment quelqu'un qui est un acteur incontournable sur le plan individuel, qui va repérer là où en est la personne, qui va évaluer éventuellement les dommages et le degré de dépendance. Toujours dans cette idée de prévention de la désinsertion professionnelle, évaluer la capacité du maintien dans l'emploi sans risque pour lui ni pour les autres. Si ce n'est pas possible, peut-être réfléchir à une adaptation des missions. Il a le choix, hein, s'il souhaite faire des examens biologiques, il en a la possibilité. Ce n'est pas une obligation, c'est surtout intéressant pour mesurer l'évolution souvent des conduites. Et bien évidemment, le mot en toute indépendance est très important parce que ces examens biologiques n'ont rien à voir avec le dépistage biologique qui peut être fait par les employeurs quand ceci est inscrit dans le règlement intérieur. Après, c'est l'orientation vers les soins et le lien avec le médecin traitant. Et bien évidemment, et ça va être très, très important, la question du suivi régulier. Et ça, avec maintenant les visites de pré-reprise que l'on favorise beaucoup et qui sont vraiment très intéressantes et efficaces, on sait que les rendez-vous réguliers à la demande du salarié ou de l'employeur, soit pour préparer le retour à l'emploi, soit pour garder le contact avec le travail, sont particulièrement utiles et efficaces. Alors, juste un petit clin d'œil sur l'intervention thérapeutique. La question de c'est quoi l'objectif du soin en addicto, eh ben, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. On sait que quand en général on consomme des substances et qu'on présente une addiction sévère, la qualité de vie est altérée. Donc, on a toujours des cibles. Est-ce que ça va être l'abstinence? Est-ce que ça va être une consommation plus régulée? Est-ce que c'est travailler et avoir moins de dommages? C'est toujours une approche qui est au cas par cas, qui est plutôt personnalisée et globale. Et puis, c'est un accompagnement. On est vraiment dans une maladie chronique à rechute, et comme dans toutes les maladies chroniques à rechute, on est plus dans un accompagnement que dans une relation expert-patient, par exemple.
Alors, l'employeur, maintenant, si il a un rôle tout à fait primordial et intéressant, d'abord parce qu'il a une obligation de sécurité de santé pour l'ensemble de ses salariés. Et sur le plan individuel, il se doit d'agir quand quelqu'un présente un comportement inhabituel ou un trouble du comportement pouvant évoquer l'ivresse. Ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan collectif, il a aussi des choses à faire, hein. Il a des moyens, il a des outils, il y a le règlement intérieur, il y a le document unique d'évaluation des risques professionnels et il y a les actions de sensibilisation en milieu de travail dont il peut prendre l'initiative, qu'il peut demander et qu'il peut organiser avec le service de santé au travail. Alors ça, c'est quelques petits clins d'œil. Attention, hein, c'est pas parce que on a les signaux qui sont en lien avec une conduite addictive sont en général très peu spécifiques et parfois on peut se tromper, hein. Donc ce n'est pas à l'employeur, et peu importe d'ailleurs, c'est pas à l'employeur de donner l'étiologie du trouble du comportement ou du comportement inhabituel. C'est pas ça qui est important pour lui. Pour lui, c'est de voir que finalement le salarié, son salarié présente un état qui n'est pas compatible soit de manière aiguë, soit de manière au long cours, avec le maintien au poste et le maintien au travail. Donc, euh, toujours revenir à l'idée du trouble du comportement ou du comportement inhabituel, parce que le diagnostic de la cause, quelle qu'elle soit médicamenteuse, qu'elle soit liée à une substance, qu'elle soit liée à autre chose, à un problème somatique, à un problème psychiatrique, ça, c'est médical, hein. Et ça apporte pas grand-chose finalement à l'employeur. Par contre, ce qui est important, c'est la posture qu'il va avoir. Pouvoir exprimer son inquiétude vis-à-vis d'un salarié en disant que, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Avoir une posture d'écoute qui permet de libérer la parole tout en restant factuel sur les signaux d'alerte, hein. C'est pas tu as consommé aujourd'hui, c'est tu présentes un trouble de l'équilibre, il me semble que tu es irritable. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, donc il faut essayer d'être plutôt bienveillant, de maintenir la confidentialité, de définir avec la personne des axes d'amélioration sur la qualité du travail. Et encore une fois, hein, on est sur la qualité du travail et aussi sur les choses qui sont interdites en entreprise. Voilà, sans forcer et sans prescrire, je dirais. Voilà. Donc, c'est une posture. C'est une posture d'accompagnant, hein, parce que c'est aussi celle des soignants en addicto, mais c'est une posture aussi qui est celle de l'employeur. Alors, pourquoi est-ce qu'en tant qu'employeur, c'est important de pouvoir évoquer ces questions des conduites addictives dans son entreprise? Il y a parfois des employeurs qui nous disent bah non, je ne veux pas faire de prévention cannabis ou sur une substance illicite parce que ça veut dire que probablement il y en a dans mon entreprise. Vous voyez bien que quand on a vu tout ce qui était, enfin, quand on a vu l'épidémiologie, on se rend bien compte que il y a une prévalence forte en population active et que forcément l'ensemble des secteurs, même s'il y a des secteurs qui probablement ont une prévalence plus importante, mais l'ensemble des secteurs professionnels sont concernés par la question des consommations. Donc, ne pas agir, pourquoi ne pas agir? Souvent, on évoque la question du temps, ça c'est vrai aussi en SPST, par peur de rentrer dans la vie privée, et qu'est-ce qu'on en fait après? Se dire ça va passer, ou parfois, et ça c'est très fréquent, c'est la méconnaissance ou l'ignorance. D'où l'importance de former les managers, de former les employeurs à savoir ce qu'est une conduite addictive et voir une addiction, voir comment on peut avoir une posture qui peut faire avancer les choses. Parce que ne pas agir, c'est aussi être dans l'illégalité, parce que ça veut dire ne pas appliquer le règlement intérieur et le code du travail, donc ça veut dire se mettre en danger pénalement. C'est risquer la dégradation des relations dans le travail, compromettre la sécurité et la santé des salariés, et puis laisser la situation se détériorer. Donc on perd du temps, hein, on perd du temps et il n'y a rien de pire que ces gens qui
qui sont mis sur le bord de la route et ça fait des années qu'on sait qu'il y a un problème et parce qu'on est démunis, on n'en a rien fait. Alors, on parlait du règlement intérieur. Le règlement intérieur, il est très important. C'est un outil assez formidable quand il est bien écrit. Il est obligatoire maintenant pour les plus de 50 salariés, mais il est fortement recommandé qu'on ait en dessous de 50 salariés. Il permet, et c'est mieux quand c'est écrit, hein, de se référer aux obligations légales, celle du Code du travail, par exemple. Vous connaissez il est interdit de laisser entrer quelqu'un ou de séjourner quelqu'un en état d'ivresse ou aucune substance en dehors du vin, du poiré, etc., de la bière et de la bière, du poiré, Benoît, alcool, vin, bière, poiré Non. et cidre. Et cidre, voilà, ne doit rentrer dans l'entreprise. Donc, bon, donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, il faut pouvoir y réfléchir ensemble, communiquer ensemble. Il y a aussi les codes de la santé publique pour tout ce qui est par exemple tabac, le code pénal pour tout ce qui est substance illicite et le code de la route hein, quand on a du transport. Le règlement intérieur, ça permet aussi de recenser les postes dits hypersensibles, c'est ce qu'on appelle les postes de sûreté et de sécurité, hein, qu'il faut vraiment détailler et mentionner et pour lequel, par exemple, l'employeur peut décider ou choisir ou proposer un recours au test de dépistage. Le règlement intérieur peut aussi mentionner les pots d'entreprise, les sanctions disciplinaires en cas de prise de substance qui respecte la proportionnalité et puis la procédure justement d'intervention de prise en charge d'un collaborateur qui est en détresse. Donc vous voyez que voilà, c'est quelque chose qui doit être travaillé, et quand un règlement intérieur aborde la question des conduites addictives, ça veut dire que les choses, elles ont été discutées en amont avec le CSE, enfin avec l'ensemble des membres de l'institution ou de l'entreprise. Et c'est plus facile, du coup. C'est plus facile de prendre en charge les gens quand les choses sont inscrites et que du coup, ça nous permet de respecter la procédure. La suivante. Voilà, juste le règlement intérieur, je ne vais pas vous embêter avec ça. Euh, c'est important de fixer la nature et l'échelle des sanctions que peut prononcer l'employeur à l'encontre d'un salarié, même si on reste toujours bienveillant. Pourquoi? Parce que, en fait, le règlement intérieur, c'est le cadre. D'accord? Et si on inscrit des sanctions dans le règlement intérieur, mais qu'on ne les applique pas, le cadre n'est plus crédible. Et les gens qui souffrent d'addiction ont besoin, pour avancer, d'avoir un cadre et un cadre cohérent sur lequel ils peuvent rebondir. Hein. Donc, c'est très important de le fixer et c'est l'employeur, justement, qui fixe le cadre. La suivante. Bon, là, je vous ai simplement mis des exemples sur le tabac, sur la consommation de drogues illicites et le pénal et ce qu'on peut inscrire dans le règlement intérieur sur la question de l'alcool. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi, hein, il y a des sujets sur lesquels on peut réfléchir et on a quand même des textes réglementaires sur lesquels on peut s'appuyer. Le document unique d'évaluation des risques professionnels. Autre très bon outil, hein, y compris vis-à-vis des conduites addictives. Hein. Il y a 10 ans, on ne disait pas hein, qu'il fallait inscrire les conduites addictives dans le document unique des risques professionnels. Maintenant, on sait que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que c'est souvent le début de la démarche de prévention et le début de la démarche d'une prévention des conduites addictives, ça passe par l'évaluation des risques, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure au tout début, et qui permettent après de les inscrire. Je vous rappelle que le document unique est obligatoire pour les entreprises dès le premier salarié. Ça permet simplement de se poser la question, est-ce que dans mon entreprise, il y a des facteurs de risque professionnel de conduite addictive? Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de RPS? S'il y a beaucoup de RPS,
Voilà, hein. Est-ce qu'il y a de l'accessibilité, de la disponibilité, de la pénibilité? Voilà, hein. Tout ça sont des éléments qui permettent, sur lesquels on peut s'appuyer pour écrire le document unique. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Bien évidemment, quand les gens souffrent d'addiction, donc qu'il y a de la perte de contrôle et qu'il y a du dommage, eh ben, c'est une orientation vers le médecin traitant, mais aussi vers une équipe spécialisée. Alors après, l'équipe spécialisée, elle dépend, elle est différente pour chacun d'entre nous, hein. On a tous des bassins géographiques un peu différents. Ça dépend de la construction de l'histoire. La porte d'entrée un peu spécifique, c'est quand même le XAPA, hein, le centre de soins d'accompagnement justement et de prévention des conduites addictives, qui est un service ambulatoire qui existe dans toutes les villes et qui a plusieurs antennes. Malheureusement, parfois euh, le délai de consultation est important. Et c'est vrai que le relais avec le médecin du traitant ou avec les consultations en libéral ou avec les CMP, etc., peuvent être aussi des choses sur lesquelles les salariés qui en ont besoin peuvent s'étayer. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce n'est pas nous qui avons la main, hein, comme dans toutes ces maladies-là. Donc la prise de conscience et la participation du salarié est indispensable à la réussite et que l'employeur doit rester dans son rôle en appliquant le règlement intérieur. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que l'employeur, avant, hein, enfin, avait tendance à dire, surtout que souvent les employeurs ont Ah, c'est un bon salarié, hein, c'est un bon salarié. Donc, je l'envoie à la médecine du travail, il a un problème avec l'alcool, hop, on refile un peu la patate chaude au service de santé au travail. Ce que l'on sait maintenant, c'est que si on travaille ensemble, chacun dans son rôle et ses missions, eh ben, on sera d'autant plus efficace pour la personne que si effectivement on laisse le service de santé au travail tout seul se débrouiller de cette affaire-là. Avec finalement trois niveaux de prévention qui sont pour tout, hein, c'est vrai pour tout risque, mais qui sont à combiner, puisqu'on sait que de toute manière, alors une prévention tertiaire hein, qui s'adresse aux gens qui ont besoin de soins sera d'autant plus efficace qu'elle s'inscrit dans une entreprise où il y a déjà une prévention primaire. La prévention primaire, elle s'adresse à tout le monde, c'est la sensibilisation pour tous, c'est faire évoluer le règlement intérieur, c'est jouer sur les facteurs de risque organisationnel, c'est réduire l'exposition à ces fameux risques qui sont inscrits au DURP et c'est promouvoir la santé. La prévention secondaire, elle est aussi très importante. C'est la formation de l'encadrement au repérage. Alors, le mot repérage n'est peut-être pas tout à fait... en tout cas, faire attention aux signaux faibles, hein. Les retards, les petits incidents, les troubles relationnels, les petits troubles du comportement, des choses qui ne sont pas comme d'habitude. Ça, l'encadrant, s'il n'a pas appris à repérer, s'il ne sait pas comment s'y prendre avec ça, il risque de laisser un peu passer les choses en disant je préfère pas voir parce que je ne sais pas quoi en faire après, hein. Apprendre aussi à l'employeur, au manager de proximité, à réaliser un entretien de reprise de travail après un arrêt long ou après, ou même court, hein, en lien avec une consommation de conduite addictive. C'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses, il est important de former l'encadrement pour démystifier un peu cette histoire de conduite addictive, hein, et dire ce n'est qu'une affaire de spécialistes, parce que non, c'est l'affaire de tous. Voilà. Voilà. Et puis, excusez-moi, je reviens quand même sur la diapo d'avant. Voilà. Sur la prévention secondaire, on a parlé de la formation de l'encadrement, de la construction d'outils de gestion. Et c'est là aussi que, concernant le service de santé au travail, on va faire le repérage et l'intervention brève, systématique, repérer un mésusage, repérer un usage à risque, repérer une addiction débutante. Voilà. Ça fait partie de la prévention secondaire, mais là, côté service santé au travail.
Alors, donc vous voyez que concernant les conduites addictives, ben, il y a des démarches de prévention à créer par rapport justement à la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. C'est le règlement intérieur, c'est le DURP, c'est des procédures de prévention aussi, comme par exemple le bon usage des outils numériques. Euh, pour la prévention secondaire, c'est par exemple réaliser un protocole en cas de trouble du comportement, comment on fait. Et puis, la prévention tertiaire, c'est travailler sur tout ce qui est accompagnement individuel. Donc, vous voyez que finalement, l'entreprise n'est pas si démunie que ça par rapport aux conduites addictives. En interne, bah, il y a l'employeur et les représentants, il y a le CSE, il y a les managers, il y a les services de santé au travail avec l'ensemble des personnes qui la composent. Après, on peut faire appel ponctuellement ou durablement à des partenaires externes. On peut penser par exemple à la CARSAT, à la CEPAM, les centres de gestion de la fonction publique aussi territoriale qui ont quand même un certain nombre qui travaillent, qui ont un certain nombre de compétences à proposer. Vous avez des organismes spécialisés qui peuvent aider, par exemple, à élaborer une démarche de prévention. On peut penser à l'ANACT, Addiction France, c'est une association qui peut aussi aider les entreprises à réaliser ça, des secteurs privés, bien évidemment, et les acteurs de soins. Et puis, il y a aussi ce que l'on appelle le dispositif ESPER, qui est porté par la mission de lutte contre les drogues et les toxicomanies, la MILDECA. On ne dit plus contre les drogues et les toxicomanies, d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit, mais c'est la MILDECA. Le dispositif ESPER, il est structuré autour d'une charte auquel un certain nombre d'entreprises maintenant adhèrent. Moi, je vous propose, en tout cas à ceux que ça intéresse, les employeurs que ça intéresse, d'aller voir le site du dispositif ESPER de la charte MILDECA. Je crois qu'à Bordeaux, un certain nombre d'entreprises ont déjà adhéré au dispositif expert qui permet d'élaborer et qui aide à réaliser une démarche de prévention individuelle et collective. Donc, si on pouvait conclure, c'est que chacun a un rôle et une mission, que ce soit l'employeur, que ce soit le collègue aussi, et c'est important pour les collègues qu'ils sachent, et ça, on leur rappelle en général dans les sensibilisations qu'on peut faire, ils ont un droit d'alerte, mais ils ont aussi un devoir d'alerte. Quand ils estiment que le collègue en face, il va pas bien et que il faudrait peut-être voilà, l'extraire de son poste. Et puis les services de santé au travail. Ce que l'on sait aussi, c'est que en termes de prévention, la question des conduites addictives est un sujet très transversal et que, bien évidemment, il doit rester, et c'est tout l'enjeu, associé aux autres enjeux de santé au travail, puisqu'on sait que, en général, quand un secteur d'entreprise souffre, lombalgie, TMS, RPS, etc., etc., il y a ou disponibilité, accessibilité ou les autres facteurs que l'on a vus, eh ben, il y a de la conduite addictive dans l'air. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Alors, nous revoilà pour la deuxième partie du webinaire qui concerne le temps d'échange des questions-réponses. Alors, on a eu une question là dans le chat qui est arrivée pendant la pause et après on en a plein en réserve qui nous ont été posées lors des inscriptions. Donc, je vous propose de commencer par celle qui est dans le chat, comme ça la personne pourra avoir sa réponse. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il est courant pour les entreprises ou les services de santé au travail de faire appel à des intervenants extérieurs au niveau de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire? Donc plusieurs peut-être questions en une, mais finalement la place des intervenants extérieurs dans la prévention. Est-ce que c'est courant en fait? Oui, Benoît Fleury, vous m'entendez? Très bien. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec un certain nombre d'institutions, notamment le plus important, c'était le conseil départemental
de la Gironde. Je ne sais plus combien ils sont, 6000 agents. Et on a fait plusieurs outils. Euh, on a fait une fiche d'intervention, prise en charge des troubles du comportement. On a fait des campagnes de set de table au niveau du restaurant de l'entreprise. Et puis surtout, on a sensibilisé, c'était dans le cadre de l'association Addiction France. C'est moi qui ai participé, on a sensibilisé l'ensemble du personnel par des séances de 2, 3 heures, je crois que c'était 3 heures de sensibilisation, qui n'étaient pas obligatoires ou qui l'étaient, je me souviens plus. En tout cas, quand c'est pas obligatoire, ça pose problème. Ça concernait tous les services, y compris la hiérarchie. On avait commencé par la hiérarchie. Et il y avait le témoignage d'une ancienne agent du conseil départemental, d'une secrétaire qui avait été malade de l'alcool et dont le témoignage était très, très percutant et très précieux. Donc ça, c'est fait, on l'a fait au conseil départemental. Je l'ai fait aussi dans l'aéronautique, je l'ai fait aussi dans le trésor public. Je l'ai fait parce que je crois que j'ai vu quelqu'un qui est de la centrale nucléaire du Blayais. On avait fait une action de sensibilisation importante à la centrale nucléaire du Blayais. Donc, tout ça, c'était dans le cadre effectivement du associatif. Association Addiction France. C'était tout à fait intéressant. On a même participé je reviens au conseil départemental de la Gironde, on avait fait un CHSCT spécial, prise en charge des problèmes d'alcool au sein de l'institution. Donc ça se fait très facilement. Les associations sont très compétentes. Association Addiction France, ils ont vraiment une expérience. Je voulais revenir sur une des dernières diapos de Corinne. C'est la question de la co-responsabilité. C'est-à-dire que quand vous avez un agent qui est alcoolisé, qui a un collègue qui le voit, il faut pas. Moi, je dénonçais à qui profite la cachotterie. C'est très important parce que il faut comprendre que un collègue qui voit un autre collègue alcoolisé, s'il le laisse partir, il peut engager sa responsabilité. Il y a eu récemment des histoires dans le cadre d'une rencontre, enfin, c'était un pot entre gendarmes, et il y a un gendarme qui est parti, il était alcoolisé, il a tué 2 personnes âgées, et ben les collègues qui l'ont laissé partir ont été enfin, ont été entendus et mis en examen. Donc, il faut insister sur cette notion de co-responsabilité à tous les niveaux. Et je pense que c'est rendre service à l'agent et c'est se protéger de mise en cause de responsabilité. Ça, c'est un exemple concret qui est tout à fait important à faire entendre. Je ne veux pas être trop long. J'ai terminé. Merci Benoît. Donc oui, c'est courant, ça peut se faire. Et donc là, s'il y aurait un conseil, ça serait finalement de se retourner vers les XAPA, qui sont les structures référentes en addicto des territoires ou les centres hospitaliers, qui ont du personnel en interne formé, qui peut être mis à disposition pour faire des interventions extérieures, donc notamment dans les services de santé au travail, pour venir faire des actions de sensibilisation. Euh, une autre question qu'on avait recensée lors des inscriptions, qui concernait là une substance donc qui concernait pardon la cocaïne chez les agents techniques. Donc c'était spécifié entre parenthèses menuisier, électricien, coursier, manutentionnaire, jardinier. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de la consommation de substances psychoactives telles que la cocaïne chez cette catégorie socio-professionnels en particulier. Parce qu'il y a marqué menuisier, ça va du menuisier au jardinier. C'est toute la Oui, question des postes à risque et des postes de sécurité. Et c'est donc, on revient sur la question du règlement intérieur, c'est-à-dire c'est la question du dépistage. Ça veut dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a d'abord au niveau de l'embauche, le médecin du travail ou l'infirmière du travail doit questionner systématiquement sur sur les consommations qui peuvent être minimisées ou cachées, notamment quand il s'agit de CDD ou d'intérimaires, de choses comme ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir une approche policière, mais une approche par rapport
au risque que que présente un poste. Donc, il faut expliquer aux gens que c'est important qu'ils le disent. Après, c'est sûr que ça pose des tas de problèmes et ça pose la question de maintien à l'emploi. Le menuisier, électricien, tout à l'heure, j'ai eu un patient qui était lignard, c'est-à-dire qui nettoyait les lignes électriques à haute tension. Je peux vous dire qu'effectivement, il faut qu'il soit en pleine forme. Donc, c'est toute la question du dépistage par l'équipe de santé au travail et de voir de l'aptitude ou pas à un poste avec la question. Moi, je prends l'exemple, j'ai passé 40 ans au CHU. Pour moi, tous les postes, euh, tous les soignants, c'est-à-dire de l'ambulancier jusqu'au chirurgien, ce sont des postes à risque, donc c'est zéro alcool. Et quand on a affaire à des professionnels de santé qui sont en difficulté par rapport à l'alcool, que ce soit des médecins ou des brancardiers, ça pose réellement un problème de mise en place de procédures. J'ai terminé pour l'instant, je ne sais pas si Corinne veut rajouter. Euh, oui, moi je pense que ce qui est important finalement, c'est euh, la question de la cocaïne. Peut-être que la personne qui a posé la question, c'est se dire c'est une substance illicite. Mais j'ai envie de dire que quelle que soit la substance, qu'elle soit licite ou illicite, ce qui est important d'interroger, c'est le lien que la personne entretient avec cette substance. Est-ce que, par exemple, il prend de la cocaïne ou elle prend de la cocaïne dans les heures qui précèdent sa prise de poste ou sur le lieu de travail? C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui, je ne fais pas l'apologie de la cocaïne, hein, attention, mais qui va consommer de la cocaïne de manière festive. Une fois toutes les, je sais pas moi, toutes les 3 semaines. Ou, vous voyez, la question, c'est pas l'objet psychoactif en soi qui pose problème, c'est vraiment euh, cette triangulation entre le travail, l'usage qu'on en fait et l'individu. Est-ce que il y a pas de lien ou est-ce que les gens, ça leur arrive de travailler sous l'emprise de la substance? C'est ça qui est important, donc avec l'impact sur le travail et sur les relations sociales. Ou bien est-ce que ce sont des gens qui ont une consommation excessive suffisamment importante pour entraîner des dommages sur leur santé cognitive, psychique, physique, qui vont altérer leur capacité au travail, ou alors une perte de contrôle, hein. Très bien, donc oui, effectivement, savoir si consommation à l'instant sur le lieu du travail ou si c'est des consommations en dehors, enfin Ah, des heures de travail. si on prend par exemple un électricien ou un jardinier on va reprendre le rapport à l'alcool, c'est toujours plus facile, mais qui consomme de l'alcool à l'occasion, en convivialité, en dessous des seuils à risque, qui n'est pas, voilà, et qui consomme pas dans les heures qui précèdent sa prise de poste, qui ne consomme pas au travail, etc. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui va prendre son poste alcoolisé, euh, voilà, ou présentant des dommages en lien avec la consommation. Donc, j'ai envie de dire que pour l'employeur, quelle que soit la substance, ce qui est important de repérer, c'est est-ce qu'effectivement, cette personne commence à présenter des troubles du comportement euh, qu'il n'a pas habituellement ou des signaux faibles qui pourraient évoquer euh, une problématique en lien avec une consommation de substances. Très bien, merci. Une question concernant donc les infirmières de prévention et de santé au travail, donc qui voulait savoir, hormis les consultations d'aide au sevrage tabac, qu'est-ce que les infirmiers de prévention pouvaient mettre en place concrètement sur les addictions, hormis justement les consultations sevrage tabac? Je crois il y a toute la question de la sensibilisation, enfin de l'information, la sensibilisation, tout ça, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, de l'intérêt. Est-ce que ces infirmières, d'abord, est-ce qu'elles ont du temps? Est-ce qu'elles sont motivées? Est-ce que les médecins du travail sont aussi motivés? Quelle est la position de l'employeur? Euh, Plein d'études montrent que plus on fait de la prévention en milieu professionnel, plus ça fait faire
des, euh, ça a des bienfaits sur la santé des travailleurs et donc sur la santé de l'entreprise. Tout ça, c'est prouvé. Donc, c'est comme en ce moment, vous savez il y a une démarche qui est tout à fait importante. Moi, j'ai fait partie d'un réseau santé, qualité de vie au travail avec la question de l'exercice physique, avec la question de la sieste, avec la question avec des questions ergonomiques. Et bon, donc tout ce qui concerne qualité de vie et santé au travail. Alors c'est plus facile parce que c'est moins stigmatisé addiction. Donc on peut, l'idéal, c'est de faire une démarche, mais ça dépend beaucoup des employeurs et des médecins du travail et des équipes de santé au travail. Euh, il faut être intéressé et il faut y consacrer du temps. Il faut savoir que c'est souvent un investissement, mais qui est un investissement qui n'a pas qui a pas des effets immédiats parce que ça concerne la question des changements de comportement, donc ça demande du temps, les gens y mettent du temps à changer, etc. Donc, on avait fait donc une sensibilisation par set de table dans un restaurant sur les dangers de façon très humoristique avec le service de communication du conseil départemental pour donner des informations. Est-ce que c'est bon de boire de l'alcool pendant la grossesse? Est-ce que c'est bon de boire de l'alcool avant de conduire, etc. Enfin, des choses simples. Mais on voit, moi je suis frappé en tant que médecin dictologue de voir le nombre important de ce qu'on appelle les ivresses pathologiques, c'est-à-dire chez les jeunes et chez les moins jeunes, les sorties le samedi soir, les gens consomment à jeun. Consommer à jeun vite et des alcools forts, c'est hyper dangereux. Ça fait augmenter les taux d'alcoolémie de façon importante. Et quand l'alcoolémie est élevée, on dit des bêtises, on fait n'importe quoi, on devient méchant, on devient violent, verbalement, physiquement et sexuellement. Et, et souvent, ça se termine en blackout avec peut-être des accidents. Donc, les gens même, on le voit, l'importance dans les violences conjugales de l'alcoolisation excessive. Les gens ne sont pas assez informés des dangers des taux élevés d'alcoolémie sur le comportement. Donc ce sont oui, des choses simples. Alors pareil, il faut faire pareil avec le cannabis, il faut faire pareil avec le CBD, il faut faire pareil avec la coque, il faut passer des informations. Et quand il y a un incident avec des conséquences judiciaires, il faut savoir que le fait que l'institution ait déjà fait une action de prévention, ça atténue sa responsabilité si sa responsabilité est engagée. Donc c'est toujours un plus pour la santé publique, c'est toujours un plus pour pour l'entreprise. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait ça pour améliorer la performance du travail, améliorer les bénéfices. C'est pas que ça, mais c'est la santé des salariés, la santé de l'entreprise et ça n'a que des bénéfices. Mais il faut une motivation et il faut souvent être soutenu par des spécialistes extérieurs qui sont là pour vous aider, pour entretenir votre motivation. J'ai fini. Merci. Est-ce que vous avez du coup donc là vous nous avez parlé des sets de table, docteur Fleury, docteur Dano. Est-ce que vous avez des d'autres exemples de programmes de prévention ou d'actions comme ça que vous avez menés ou dont vous avez eu connaissance pour donner peut-être des idées ou des exemples aux participants qui sont présents et qui travaillent en médecine du travail et qui voudraient mettre en place quelque chose. Savoir s'il y a déjà des plateformes qui recensent un peu tous les outils qui existent ou si vous avez des exemples à nous donner. Non, mais alors on peut faire des concours internes, des sondages, des enquêtes, et puis on peut créer des prix. Il y a un truc qui a marché, je ne sais plus avec qui j'en avais fait ça. On avait fait, je crois, une enquête ou un sondage au sein d'une entreprise, et puis on gagnait, celui qui répondait bien, il gagnait un week-end en Thalasso ou dans un château, au Relais-Château. Enfin, des trucs, il faut que ça soit du ludique. Euh, voilà, il faut faire donc preuve d'imagination. Peut-être souvent travailler avec le service de communication si c'est une grande entreprise, ou en tout cas, effectivement, s'entourer de professionnels de la communication au sein des entreprises. Je ne sais pas,
Là où c'est le plus difficile, évidemment, et c'est pourtant les plus concernés, c'est les TPE, les PME, les PMI, etc., parce que c'est des toutes petites entreprises. C'est plus facile, évidemment, quand c'est des grandes entreprises. Mais voilà, il faut trouver quelque chose qui soit ludique et qui soit informatique, hein, et qui soit évidemment sans jugement. Alors, Corinne disait, elle a raison tout à l'heure, c'est pas parce qu'une entreprise lance une campagne qu'il faut croire que ça c'est faux, c'est qu'il faut croire qu'il y a plus de problèmes d'addiction dans cette entreprise. C'est complètement faux. Il faut avoir le courage de lancer. Et justement, d'ailleurs, il y a des prix, je pense que si vous tapez santé, qualité de vie au travail. Il y a plein de... Nous, on a fait avec je ne sais plus comment ça s'appelle, l'entreprise qui valide les normes. On avait un gars qui était très, très motivé. Le nom va me revenir et on a fait des actions très importantes avec des entreprises. Peut-être aussi des choses qui marchent bien, c'est maintenant et qui ont fait preuve de leur efficacité, c'est le moisson tabac, organiser le moisson tabac, le Dry January, qui sont quand même des grandes actions. D'ailleurs, il y a des appels à projets. Moi, je vous invite à aller voir sur les moissons tabac et le Dry January pour les entreprises qui sont intéressées, même pour les... Voilà, on peut répondre à des appels à projets, avoir des moyens, trouver des idées. Donc ça, c'est important. Quelque chose, alors moi je pense que les infirmiers en santé au travail, moi je crois beaucoup au repérage individuel par les infirmières en santé au travail. Je pense que parce qu'il n'y a pas la casquette aptitude que peut avoir le médecin de santé au travail. Donc souvent le discours est peut-être un peu plus fluide, même si effectivement on dit toujours que on peut en référer bien évidemment en fonction des cas aux médecins du travail, mais voilà, je crois que le repérage individuel, déjà, avant toute intervention, il est très important, y compris quand les gens vont bien. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps quand les gens n'ont pas de soucis, quand les gens sont pas dans un usage à risque ou dans une addiction, ça va très vite. Et plus on s'habitue à poser la question, à faire du RPIB, du repérage précoce et de l'intervention brève, et plus c'est facile à faire. Après, sur le plan collectif, il y a quelque chose aussi il y a un gros travail à faire, je pense, c'est euh, de faire de l'éducation, entre guillemets. Il faut pas euh, aux employeurs, parce on parle beaucoup d'information, de sensibilisation aux salariés, aux managers de proximité. Les employeurs, souvent, ils sont démunis, et ils sont démunis par méconnaissance. Donc, les informer sur ce que, voilà, faire. Je sais qu'il y a des services de santé au travail qui commencent qui font des petites interventions où ils invitent les employeurs, par exemple, à évoquer la question des conduites addictives ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est compliqué, etc., etc. Libérer la parole en fait. Et puis, il y a aussi alors ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, mais je sais que par exemple dans les services internes, il y a des groupes de travail addictos qui sont peut-être aussi, qui peuvent être associés au groupe RPS par exemple, ou pas. Voilà, et qui permettent de faire circuler pour l'ensemble et animer un peu la thématique en, en faisant circuler les outils, les différents outils, etc. Donc ça, c'était du côté de services de santé au travail. Il y a des questions qui sont relatives à, justement, en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'un employeur peut lui-même mettre en place, et quelles actions de prévention efficaces encore il peut essayer d'initier auprès de ses salariés. Est-ce que vous lui conseillez toujours de se rapprocher auprès du service de santé au travail pour bénéficier des conseils? Mais est-ce que lui, du coup, de son côté, une fois qu'il a fait une formation, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'outils qu'il peut utiliser? Par quel chemin, en tant qu'employeur, du coup, passer pour essayer de mettre en place une action? Moi, Alors, si je dirais la démarche de prévention classique. Ouais. C'est les étapes d'une démarche de prévention classique où effectivement, quel est l'objectif?
quel objectif on se donne, quelle est la motivation à le faire, qu'est-ce qu'en pense le CSE, qu'est-ce qu'en pense le service de santé au travail. Voilà, avoir un petit groupe de travail qui anime ça et qui va ensuite permettre une évaluation des risques aidé par un intervenant extérieur ou pas, hein, type ANACT ou pas, par exemple. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est le principe d'une démarche de prévention avec les étapes successives que l'on connaît pour les autres risques professionnels. Moi, je peux donner un exemple très bref. J'ai été sollicité par une collègue qui est médecin du travail, qui travaille dans une... Vous savez, vous avez entendu parler des usines Ford qui font des boîtes de vitesse. Donc, c'était pas la grande Ford qui est fermée maintenant, mais c'était Getrag qui fait d'autres boîtes de vitesse. Il y a 800 salariés. Le directeur, sur un site qui est très grand, ça veut dire que donc le directeur décide d'arrêter de fumer lui-même et du coup, il lance une campagne. Et donc, il implique considérablement, il demande sa médecin du travail, qui constitue un groupe de pilotage, un comité de pilotage de cette action de prévention du tabagisme, qui comprenait à la fois des fumeurs et des non-fumeurs. Bon. Et donc, ils ont fait. Alors, le but, c'était quand même, parce que si vous voulez, ça tiraillait dans l'entreprise, parce qu'ils disaient, les non-fumeurs disaient, c'est pas normal que les fumeurs, parce qu'ils avaient interdit le tabac dans l'usine. Et comme elle est très étendue, les fumeurs, ils étaient obligés d'aller sortir de l'usine. Ça leur prenait 10 minutes pour sortir et 10 minutes pour revenir. Donc, ils passaient carrément une demi-heure pour aller fumer des clopes. Et ça énervait beaucoup les non-fumeurs. Donc, ils ont fait pas mal de séances, et notamment des séances de sensibilisation qu'ils ont intégrées dans toutes les semaines ou tous les mois. Ils avaient une heure de sensibilisation sur les problèmes de sécurité, hein, sécurité technique de leur job. Et ben, ils avaient introduit progressivement des séances de sensibilisation. Voilà, et puis je crois qu'à la fin, ils avaient fait un prix, je ne sais pas quoi, pour motiver les gens sur le concours d'arrêter de fumer, etc. Enfin, tout ça, ça dépend. La motivation, c'est les services de santé au travail et la direction. Ah, ça, c'est tout à fait important. C'est un exemple comme ça. Une question encore du côté employeur. Comment, en tant qu'employeur, on peut réussir à amener un de ses salariés qui présente une problématique addictive vers le soin? Comment l'aborder avec la casquette employeur? Une fois on a repéré, comment réussir à l'amener sans vexer, sans montrer que l'emploi peut être menacé? Toute la question d'aborder la question des consommations avec la casquette d'employeur. Alors, ce qu'il faut sûrement pas faire, moi je l'ai vu dans un CHU, je ne dirais pas lequel, c'est un cadre de santé qui voit qu'il y a une infirmière qui est en difficulté, qui a des troubles du comportement manifestement liés à l'alcool, avec souvent, enfin, ce qui aide, c'est quand même une haleine radioactive, qui téléphone au médecin du travail en disant, je vous envoie Madame Attel, à mon avis, elle a un problème d'alcool, mais surtout, vous dites pas que c'est moi qui voulait adresser. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, ce qui est pas bon du tout, c'est de nommer le produit alcool. Je pense qu'il faut qu'effectivement, un cadre de proximité ou un, un employeur convoque la personne, aborde la question sur je ne vous trouve pas bien pour l'instant, peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous êtes fatigué, vous avez enfin, tourné autour du pot, ça c'est clair, sans nommer l'alcool. Et moi, je vous demande, parce que je crois que c'est autorisé, je parle sous le contrôle de Corinne, je pense que c'est important que vous fassiez actuellement le point sur votre santé et je vous prends rendez-vous avec le médecin du travail. Bon, j'entends pas là. Quelqu'un parle. Pardon, Euh, c'est dans le bureau d'à côté où ça parle. Je coupe mon bon, micro. d'accord. Et donc après, ce qui n'empêche pas. Alors après, c'est refiler le bébé au médecin du travail, ou au service de santé au travail. Mais effectivement, je pense que à un moment donné, il faut nommer les choses.
Et ce qui est très important, c'est que se souvenir que toute l'équipe de santé au travail est liée au secret professionnel. Donc, de même que si un collègue voit un autre collègue qui est pas bien, il sait pas quoi faire, il peut, moi, ça me choque pas qu'il aille en parler au médecin du travail en disant, écoutez, j'ai une collègue là qui n'est pas bien. Il s'agit de Madame Untel. Ah, c'est pas de la délation, c'est de assistance à personne en danger. Je ne sais pas quoi en faire. Et du coup, alors l'équipe de santé, les équipes là vont me tuer parce que en fait, c'est ce que disait tout à l'heure Corinne, c'est les patates chaudes, mais je pense que ça fait partie du job. Et après, il faudra expliquer, parce que la personne concernée va falloir qui a dénoncé, et il va falloir expliquer que c'est pas l'urgence, on n'est pas des, ça fait partie du secret, on n'a pas à dire, mais parce que la personne concernée va être furieuse et va passer son temps à chercher qui m'a dénoncé. Bon, je crois qu'il faut comprendre que ce genre d'attitude, ça n'est pas de la délation, c'est d'une assistance à personne en danger. Et que tant que ça se fait vers les services de santé au travail liés au secret professionnel, c'est évidemment bien mieux que vis-à-vis de la direction. Voilà, je ne sais pas si Corinne veut rajouter quelque chose. Vous êtes là? Corinne, votre micro est, oui. C'est une posture. L'employeur, c'est la diapo que je vous montrais tout à l'heure. C'est une posture, une posture où effectivement on n'est pas dans le jugement ni dans le diagnostic où on dit à la personne, ben voilà, votre état m'inquiète. J'aimerais que vous rencontriez, voilà, je souhaite que vous rencontriez le médecin du travail, par exemple. Euh, et puis l'employeur, il s'appuie sur une procédure. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on disait, hein, c'est tout le travail de la prévention primaire, c'est quelle est la procédure qui permet d'avoir une conduite à tenir vis-à-vis de quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas adapté au travail. Donc, si on parle de procédure, forcément, on va parler peut-être de la fiche constat, hein, c'est-à-dire essayer de proposer à l'employeur de remplir une fiche ou qu'est-ce que l'on constate de manière avec des signes objectifs. Hein. La fiche constat, elle est faite pour ça. Vous avez des exemples de fiches constat, c'est toujours les mêmes signes sur Internet partout. Vous tapez fiche constat, trouble du comportement, vous trouvez. Est-ce que dans mon règlement intérieur, j'autorise sur les postes de sécurité et de sûreté à faire des tests de dépistage, par exemple? Vous voyez, il y a tout un tas, il y a quand même des choses sur lesquelles effectivement l'employeur peut s'appuyer pour remplir sa partie à lui, hein, c'est-à-dire pour honorer ce qui est de l'ordre de sa responsabilité. Et puis après, dans un second temps, revoir la personne en lui disant, voilà, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à, je sais pas, une adaptation de poste, etc., etc. En tout cas, maintenir ce dialogue-là euh, en se décentrant un peu de la question, encore une fois, de la consommation, mais de plutôt un état de santé qui se dégrade et qui inquiète l'employeur. Moi, j'ai souvent eu notamment dans des PME, des PMI, TPE, etc., des employeurs qui disent, écoutez, moi, je suis désolé, j'ai mon gars là, j'ai mon collaborateur, c'est le meilleur de l'équipe, c'est le meilleur de l'équipe, mais quand il est bourré, c'est catastrophique. Comment je peux faire? Euh, et j'ai aussi des patients qui me disent, moi, je suis étonné parce qu'ils ont présenté des conduites d'alcoolisation sur leur lieu de travail. Je leur dis, mais votre employeur, il vous a pas licencié? Il me dit non, non, parce qu'il me considère comme le meilleur. Bon. Et donc, tout le monde est gêné aux entournures. Mais il faut pas oublier que quand il y a ces rencontres difficiles, c'est pas le collègue, c'est pas l'employeur qui est le plus gêné, c'est quand même la personne. Parce que pourquoi il y a cette gêne concernant, là, je parle de l'alcool et de la coke et tout ça, c'est parce que je parle des patients qui ont un trouble de l'usage, hein, qui sont dépendants. Il y a une honte et une culpabilité terrible, notamment chez les femmes.
Et donc, si on a un regard qui est un regard bon, de bienveillant, qui est soit vous êtes malade de l'alcool, soit vous traversez un événement de vie ou quelque chose de douloureux, et tout ça, un, on a un regard bienveillant, ça conduit. Il faut vous soigner, on tient à vous, on sait que vous êtes, que quand vous prenez pas de produits, vous êtes quelqu'un d'une grande valeur. Donc, il faut narcissiser, renarcissiser, lutter contre la honte et la culpabilité. Je parle de ça pour l'alcool. C'est pas la même chose, évidemment, pour le tabac. Je rappelle que tous les fumeurs dont j'ai été sont des victimes de criminels industriels, et que donc il faut s'en sortir et que c'est pas facile. Donc, mais il faut penser à cette histoire de honte et de culpabilité, et il faut arriver à franchir le pas, ce qui n'est pas toujours facile. On, on- il faut s'attendre d'ailleurs souvent, quand on aborde le sujet, on se prend une rafale, hein, en disant, mais c'est pas vrai, mais qui a dit ça, mais machin, de quoi je me mêle, etc. On se prend une rafale. Mais il faut être prêt à prendre des rafales et mettre les pieds dans le plat en disant, écoutez, on est là pour vous aider. Donc, il faut que vous l'entendiez. C'est fini. Il y a eu une remarque dans le fil de discussion lors des réponses précédentes qui concernait la loi travail de 2016 où la personne soulignait la difficulté d'avoir un suivi sur les salariés saisonniers de façon individuelle. Si vous avez une réaction ou une remarque concernant cette loi et la difficulté de suivre les saisonniers. Oui, on est d'accord avec ça, hein. C'est très difficile parce que bah, déjà, il y a un manque crucial de médecins du travail. C'est pour ça que le travail IDEST est très important, hein, en santé au travail. Oui, oui, parce qu'on n'est pas assez réactif, bien évidemment. Et d'autant plus que souvent les saisonniers, dans les saisonniers, pas que, mais la majorité des saisonniers ou beaucoup de saisonniers sont dans cette fameuse tranche d'usage à risque qui sont les 18-35 ans, hein. Voilà, donc oui, les saisonniers, c'est une population qui est à la fois, et c'est tout le paradoxe, difficile à suivre et qui en même temps est à risque, clairement. On continue avec les questions. Il y avait justement, là, ça peut faire peut-être un peu le lien concernant la place des collègues dans le rôle de la prise en charge. On sait que ben, l'entourage d'un patient qui a des problématiques addictives est important d'avoir du soutien de son entourage au quotidien, que l'entourage comprenne la pathologie et les difficultés que rencontre le patient. Est-ce que du coup, pareil pour les collègues, il y a une place et est-ce que c'est important également de sensibiliser les collègues des personnes qui ont des troubles liés à l'usage de l'alcool ou de n'importe quelle autre substance en milieu du travail? La place du soutien des collègues. Bah oui, il est primordial, hein, pour plein de raisons. Pourquoi il faut sensibiliser les collègues? Parce que d'abord, ils ont l'impression que quand ils dénoncent, qu'ils balancent. C'est un peu un réflexe ado, hein, et on ne balance pas dans une équipe. Ça se fait pas. Mais le souci de ça, c'est que on protège, on protège, on protège. Et Christophe Dejour, il a bien décrit ça. Et quand l'équipe lâche, à partir du moment où l'équipe se sent en insécurité, où elle a vraiment beaucoup donné, elle lâche en général, et elle lâche plutôt violemment, c'est-à-dire qu'elle n'en veut plus. C'est un rejet complet. Et en fait, cette sensibilisation à dire, mais non, en fait, ce n'est pas de la délation, comme disait Benoît, mais c'est plutôt euh, l'état de mon collègue m'inquiète. Voilà, j'en réfère à quelqu'un. L'idée, c'est pas de poser un diagnostic. L'idée de dire un tel a un problème d'alcool, il faut, voilà. Parce que là, on est dans quelque chose, d'abord, où on peut se tromper. Il peut avoir aussi un problème d'alcool et autre chose, hein, un problème de dépression, un problème de. Mais euh, dire, bah voilà. Et après, ça peut être le collectif, hein, des collègues qui vient euh, énoncer ça. Puis une chose qui s'était un petit peu perdue, mais qui probablement va revenir en entreprise, c'est la question des personnes sentinelles, hein. Ce qu'on appelle, nous, les patients experts, mais qui finalement, dans l'entreprise, peuvent avoir un peu
un, c'est ça, une fonction de sentinelle, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir en parler avec cette personne-là plutôt qu'en parler directement au manager. Ce sont des gens souvent qui font la transition, qui triangulent et ça peut être plus facile parfois. Alors justement, il y avait une question qui avait été posée également concernant le fait de comment intervenir et sensibiliser les cadres et les agents de service sur le fait que l'alcool n'est pas autorisé sur le lieu de travail, alors que ben, parfois il y a des salariés, il y a du monde qui constate qu'il y a des consommations alors que c'est inscrit dans la loi et que du coup ça rend délicat ben, certaines situations. Donc quoi faire face au finalement quand il y a une personne qui voit qu'il y a une consommation de substances sur un lieu du travail, euh, comment réagir, et peut-être du coup quand c'est de l'alcool et quand c'est pas de l'alcool. Benoît, votre micro a été désactivé ou c'est désactivé? Vous m'entendez là? Oui. Je reviens sur la question précédente pour dire que historiquement, il y avait dans des grandes entreprises comme la RATP, comme la SNCF, il y avait des groupes, par exemple, vous connaissez les alcooliques anonymes, vous connaissez Vie Libre, eh ben, il y avait des groupes à la SNCF, je crois que c'était Santé et Famille. Il y avait des groupes aussi chez Renault à Boulogne-Billancourt. Il y avait c'était des groupes d'anciens, enfin, de gens motivés sur l'abord de ces questions, peut-être d'anciens agents ayant eu ces problèmes, et qui étaient là pour aider justement ceux qui étaient au boulot. Et donc, effectivement, ça c'est important. J'ai perdu la question que vous disiez sur la nouvelle question. Les Ouais, ouais. consommations Pour d'alcool sur le lieu de travail Oui, alors que c'est alors, écrit dans la loi que c'est interdit. oui. Alors, la référence, c'est le règlement intérieur. Donc, que dit le Hmm. règlement intérieur? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui n'est pas légal? Après, ça définit la question des responsabilités, c'est-à-dire que si on laisse faire, on engage sa responsabilité, c'est la notion de co-responsabilité. Et après, c'est la question de orienter systématiquement, ne pas nommer précisément l'alcool, mais orienter précisément vers les services de santé au travail qui, je le rappelle, sont liés par le secret médical. Donc, c'est ça les procédures. Il ne faut pas se mettre en situation de co-responsabilité parce que ça peut entraîner des problèmes judiciaires. et puis, pour compléter, euh, le cadre qui est porté par l'employeur, il est thérapeutique. Hein. Il fixe les limites. Et poser les limites chez quelqu'un qui a une vulnérabilité addictive, c'est quelque chose qui est important. Euh, alors, si un cadre, si un règlement intérieur, c'est pour qu'il soit appliqué. Si le règlement intérieur n'est pas appliqué, ben, du coup, le cadre n'est plus crédible. Et en fait, ça a l'effet inverse. Par contre, sanction graduée. Hein. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui, justement, on ferme les yeux, on ferme les yeux, on ferme les yeux, jusqu'à ce que tout d'un coup, brutalement, il y ait un licenciement pour faute grave. Ça, c'est terrible. Hein. Une sanction graduée, parce que, voilà, si elle est justifiée, ça, c'est quelque chose qui... et si elle est inscrite dans le règlement intérieur, encore une fois, ben, il y a quelque chose qui peut aider la personne à se fixer les limites et à dire non, stop. Au travail, c'est stop. Voilà, ça commence comme ça. C'est déjà quelque chose qui est de l'ordre du soin. Et l'employeur, dans son rôle, il est déjà quelque part, en accompagnant la personne de cette manière-là, il est dans le soin quelque part. Alors, je crois qu'il est très important de séparer deux situations, hein. C'est les situations où la consommation d'alcool est autorisée sur le lieu de travail. Ça veut dire que est-ce qu'il y a des pots qui sont autorisés? Si les pots sont autorisés, comment sont-ils organisés? Il faut prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas d'agents qui sortent bourrés de ces pots et qui prennent le volant et qui rentrent chez eux. Donc nous, on avait mis en place plein de consignes, des alcotests, après la question des contrôles et tout ça. C'est le festif. Bon, le festif, là, il faut respecter la loi, il faut sensibiliser tous les agents sur la question de leur responsabilité. Pas seulement ceux qui ont trop bu, mais ceux qui les ont vus aussi. La deuxième situation, c'est des gens dont on pense sérieusement qu'ils sont réellement malades. Bon.
Et donc là, effectivement, ce que dit Corinne, on le voit très souvent, peut-être moins actuellement. Enfin, on ne le voit pas dans certaines institutions, notamment dans le, comment je dirais, chez les fonctionnaires, ils sont moins souvent virés. Mais c'est vrai qu'il y a des situations qui traînent, tout le monde est au courant, personne ne fait rien. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, on voit une sanction. D'abord, c'est une connerie de sanctionner quelqu'un qui est malade. Je veux dire, on ne sanctionne pas les cancéreux, on ne sanctionne pas ceux qui font un infarctus, on ne sanctionne pas. Donc, tout a été mal fait, tout a été caché, à qui profite le camouflage. Et puis, à un moment donné, bon, trop, c'est trop. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, un collègue qui dit, moi, j'en ai marre, mon collègue, il est tout le temps bourré, je suis obligé de faire son travail à sa place, donc je veux bien l'aider, mais il n'entend rien, il ne veut pas soigner. À un moment donné, j'en ai marre. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il faut savoir que euh, les patients, plutôt que les virer, on peut les mettre en congé longue maladie. Et puis après, pendant un certain temps, et après, ça se termine en invalidité. Enfin, je pense que pour des patients qui sont malades, c'est quand même moins injuste que de les virer brutalement. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, le temps file, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes, donc on va encore partir sur deux questions. On va essayer de changer peut-être de thématique. Il y avait une question qui concernait l'usage et le mésusage de benzodiazépines, donc des médicaments anxiolytiques ou hypnotiques, de savoir s'il y avait une place pour le repérage en médecine du travail concernant ces consommations-là. Et lorsque finalement on est en consultation en santé au travail et qu'on voit qu'il y a un mésusage, qu'il y a une prise en dehors des recommandations plus fréquentes avec du mésusage tout simplement de benzodiazépines, que faire en médecine du travail? Benoît, là, moi, ce matin, j'ai vu un chauffeur routier de semi-remorque. Je connais pas la taille, mais je crois que c'est très gros, un semi-remorque. D'abord, il avait laissé ses enfants en bas âge pendant 1 heure tout seul pour aller picoler, et donc on lui a retiré ses gamins. Après, il a eu un problème de conduite en état, non, je ne me souviens plus, de violence conjugale. Bon, et il me dit, bon, il a été en rechute, et il me dit, je prends un Valium 10 par jour. Bon, moi je dis, mais c'est hallucinant, je ne peux pas lui prescrire un Valium 10, sachant que je ne suis pas sûr qu'il soit arrêté de picoler. Moi, je suis très... quand les médecins du travail me demandent des conseils, moi, je suis très strict sur la question, même même si les marqueurs sont pas forcément très bons en matière d'alcool, gamma-GT, CDT, tout ça. Mais en tout cas, on peut rechercher. D'ailleurs, le gars, il prend de la coke aussi. J'ai fait un dépistage de cannabis, de coke, de diazépam et tout ça. Je pense que pour les postes en sécurité, pour les postes à risque, il faut faire très attention. Rappelez-vous cette histoire absolument dramatique de cette chauffeur de car scolaire qui a grillé un passage à niveau. Il y a eu 9 morts et après, on a vu qu'elle prenait des somnifères, je crois. Je ne sais pas si le médecin du travail, il n'a pas été emmerdé. Donc, il faut que les équipes de santé au travail se protègent et fassent très attention. Et principe, moi, je dirais, alors vous me direz, c'est impossible. C'est vrai, mais au maximum, principe de précaution, quoi. Il faut se protéger. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis très vieux. J'ai pas envie de finir ma carrière avec un problème judiciaire, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai fini. Il n'y a plus Corinne, c'est personne. sur ce point des benzos, si c'est bon pour vous. Ouais, le micro. Oui, je suis d'accord avec Benoît, hein. Je crois qu'il faut être assez strict. C'est de la prescription normée, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont dans le mésusage, puisque c'est une prescription. Donc, ils ne voient pas forcément le souci. Moi, souvent, je les renvoie vers les pictogrammes dans ces cas-là. Regardez ce qui est écrit sur la boîte avec les pictogrammes et la conduite. Et voilà, dire, bah, écoutez, normalement, des benzodiazépines, normalement, c'est maximum
6 semaines, on le sait, hein. Donc, c'est vrai que la compatibilité de l'usage, du mésusage au-delà de 6 semaines de benzodiazépine avec des postes dits de sûreté ou à risque, ça pose question et en tout cas, il ne faut absolument pas le banaliser. Avec- Ça peut nécessiter un aménagement de poste temporaire, une restriction, etc. Voilà. En tout cas, c'est des gens qu'il faut revoir régulièrement, plus rapidement que ce qui est prévu. Et donc, Clément, il y avait une autre question. ouais, rôle important pour les benzos, il y en a plusieurs aussi types qui existent avec des durées de vie, il y en a des plus ou moins longues, donc après à adapter en fonction, comme vous l'avez dit, du poste, de la raison Ouais. pour laquelle c'est consommé, si c'est du sommeil, c'est de l'anxiété, si c'est musculaire, mais maintenant, enfin, ça c'est plus le cas. Donc, ok, ça dépend de tous ces facteurs-là. Et enfin, une dernière question qui concerne la place du dépistage de maladies chroniques en santé au travail. Euh, pour vous, quelle est la place des infirmiers, enfin, du personnel de services de santé au travail concernant le dépistage de pathologies qui sont par exemple liées à l'alcool, liées au tabagisme? Est-ce que c'est une occasion tous les ans de prescrire des dépistages suite à des conduites à risque, ou est-ce que finalement c'est peut-être pas le lieu d'avoir de la prescription pour faire du repérage et du dépistage de pathologie? Je reviens sur le point précédent pour préciser, parce que je crois que vous ne savez pas que Clément est un pharmacien. Donc c'est pour ça qu'il a évoqué cette question des benzos. La question du dépistage, oui, mais ça pose simplement le problème, et là il faut faire attention aux plates-bandes des médecins généralistes. Qui fait quoi? Bon, moi, je prends un exemple, là. J'essaie de me tenir au courant un petit peu, par exemple, concernant le tabagisme. J'ai entendu dire que il faut faire un dépistage précoce des cancers avec des scanners à bas débit. Donc moi, je pose les questions, je dis à mes patients, est-ce que votre généraliste vous en a parlé? Et est-ce qu'il y a du coup, comme j'ose pas trop, je dis, ben, écoutez, posez la question à votre généraliste. Et si déjà, bon, si le salarié vous dit, mais mon généraliste, il s'intéresse pas du tout à ces questions, voilà, on peut faire quelques suggestions, mais il faut se méfier de ne pas se fâcher avec les généralistes. J'ai fini. Après, oui, par exemple, vous voyez, l'hypertension artérielle, c'est voilà, enfin, c'est typiquement quelque chose qui peut être repéré en santé au travail de manière fortuite, qui peut être lié à une consommation d'alcool, mais pas que, bien évidemment. Euh, voilà, ça fait partie des. La question de l'orientation vers le médecin généraliste et la débanalisation des comportements d'une manière générale, elle est importante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On est parfaitement dans les temps. Donc, ben, merci beaucoup de la part de l'équipe de la Coréade d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur cette nouvelle thématique. On rappelle que tout ça sera redisponible en replay sur le site de la Coréade, donc ça le sera d'ici une dizaine, 10 à 15 jours. Donc, les participants qui n'ont pas pu visionner ça pourront avoir en replay. Donc, il y aura le temps de présentation et également des questions-réponses. Le prochain rendez-vous de la Coréade se déroulera en mai. Je n'ai plus la date en tête. Le 16 mai, qui concernera la thématique de la douleur et de l'addiction. Donc, ça sera le professeur de Mathéis qui nous présentera, qui interviendra lors de lors de ce webinaire. Et ça sera le jeudi 16 mai. Alors à ce sujet, Clément, si vous permettez, je connais bien Maurice de Mathéis, il est absolument brillantissime. Il connaît tout, chacun des millions de récepteurs euh, des opiacés, des ceci, de tout. Enfin, il a des diapositives absolument magnifiques. Et si le thème des douleurs est problématique pour vous, alors je sais bien que c'est un peu éloigné de la santé au travail, mais vraiment, c'est absolument magistral. Si vous n'avez pas la possibilité d'y assister, regardez le replay et vous verrez. Le seul truc qui est un petit peu énervant, c'est que quand on a vu ces diapos, on se sent tellement nul que ça déprime. Mais on apprend plein de choses et je vous encourage à y aller. Merci à toutes et à tous. On est à votre disposition. Je crois que Corinne a laissé peut-être son mail ou etc.
Merci à tous de votre participation et merci à l'équipe de la Coréade. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.